Parmi les messages que je reçois de la part des gens qui suivent ce qui se passe sur la chaîne, il y en a un qui revient relativement régulièrement et qui me demande s'il serait envisageable que je fasse des vidéos dans lesquelles j'ouvre des appareils électroniques dans le but d'expliquer leur fonctionnement tout en inspectant les circuits et les différents composants. Et je trouve que c'est plutôt une très bonne idée pour une nouvelle rubrique. Alors j'ai eu comme exemple des appareils aussi diversifiés que, je vous le donne dans le désordre, oscilloscope numérique, analyseur de spectre, smartphone, vidéoprojecteur, GPS, four à micro-ondes, plaque à induction, encore mieux, robot aspirateur, lecteur Blu-ray, appareil photo, boîtier CPL. Boîtier CPL, ça tombe très bien parce que j'ai un épisode qui est en préparation. Et d'ailleurs, j'ai encore un de ces boîtiers à côté de moi. Donc il devrait sortir dans les quelques semaines qui arrivent. Ensuite, on a machine à calculer, tablette Android. On fera sans doute d'une pierre deux coups entre smartphone et tablette Android. Ampli audio-vidéo, magnétoscope VHS. Je crois qu'il m'en reste un quelque part dans mon grenier. Voilà, et puis j'ai aussi eu des demandes un petit peu plus précises, comme par exemple l'Amstrad CPC 6128, le Texas Instruments TI-99 de 1979, et le jeu Simon, par exemple, de 1978. Bref, il y a de quoi faire, donc je propose que ça fasse l'objet d'une nouvelle rubrique qui s'appellera Inspection et dont c'est le premier numéro. Et si vous avez des idées intéressantes à proposer, on va peut-être éviter les plus farfelus. Dans ce cas-là, vous pouvez soit me les faire parvenir par mail, soit les partager en commentaire avec tout le monde. Et je verrai si je peux en tenir compte parce que, bien entendu, encore faut-il que je puisse mettre la main sur l'appareil pour pouvoir le désosser. Donc soit j'ai pu me le procurer par mes propres moyens, soit vous l'avez déjà et vous me l'avez fait parvenir pour l'opération. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est donc la toute première vidéo d'inspection. Je tâcherai d'en faire assez régulièrement à condition que ça ne me prenne pas trop de temps par rapport aux épisodes qui sont déjà prévus. Et on commence par un appareil très populaire qui a pas loin d'une petite dizaine d'années maintenant, et il s'agit de la console PlayStation 3 de chez Sony. Alors bien entendu, on ne présente plus cette console sortie fin 2006, qui a été pendant presque 8 ans jusqu'à la sortie de la PS4, la cash machine de Sony. Et il faut bien avouer qu'elle était pour l'époque une merveille de technologie, avec son processeur octa-core Cell de 3,2 GHz, son GPU Nvidia cadencé à 550 MHz et son lecteur Blu-ray intégré, et une connectique HDMI 1.3. Ce lecteur est d'ailleurs ici à droite, et le bloc d'alimentation à découpage est à gauche. Et on va commencer l'opération par inspecter en détail la conception du lecteur Blu-ray. Petit rappel historique, le format Blu-ray a été mis au point par Sony et le premier lecteur est sorti début 2003. Il était donc presque naturel qu'il se retrouve dans leur console phare. Nous voici donc au-dessus du circuit imprimé du lecteur qui révèle pas moins de 5 circuits intégrés différents et en les observant, ça donne 1 méga de mémoire SDRAM ESMT que l'on voit directement rattaché au processeur dédié, 8 mégas de mémoire flash également relié à ce mastodonte. On a là un QFP brandé Sony, sans doute un driver qui doit servir d'interface entre l'ASIC et le bus par où transitent les données du disque Blu-ray. En fait, on voit bien qu'une grande partie de ces broches sont reliées au connecteur en question. Ce composant permet le pilotage du moteur et le contrôle du laser bleu, et il est en ligne avec toute une série de transistors et de composants passifs qui drainent une certaine quantité de courant vers ce connecteur. On passe maintenant de l'autre côté du circuit imprimé puisqu'il est double face. Sur la partie gauche, on a ici l'ensemble des condensateurs de découplage de l'énorme ASIC Sony, situé juste derrière exactement au même niveau. Et toutes ces pistes rejoignent le connecteur qui relie le lecteur Blu-ray à la carte mère de la console. Et pour terminer avec cette carte, ce boîtier est le circuit intégré en charge de la gestion optique du laser ainsi que du tracking. Et vous pouvez remarquer le grand nombre de bobines, condensateurs et autres composants passifs qui l'entourent, car c'est aussi ici que se fait la conversion de courant continu-continu et les différentes régulations de tension locale pour tout le circuit. Je vais maintenant vous montrer la structure qu'il y a autour du laser Blu-ray pour le rendre fonctionnel.
Ce bloc gris regroupe donc l'ensemble du mécanisme qui permet au laser de se déplacer en ligne droite au-dessus de la surface du disque, et ceci est notamment possible grâce à cette vis sans fin sur lequel il avance et recule. Et voici en gros plan à quoi ressemble le laser bleu-violet dont la longueur d'onde est de 405 nanomètres et la puissance optique de 1 watt. Et bien entendu, le moteur à droite ne fait pas partie du plateau mobile sur lequel se trouve le laser. Ce circuit intégré fait 4 mm de côté, ce qui sous-entend que celui de la puce qu'il contient doit être compris entre 1 et 2 mm. Voilà, on continue dans notre progression et je m'attaque maintenant à l'armature qui retient et protège la carte mère et sur laquelle est également fixé le bloc d'alimentation. Et ça, ce sont les deux supports sur lesquels sont fixés les radiateurs du CPU et du GPU. Voilà, ça vient en un seul tenant. Et ça a été plutôt bien étudié pour que la console puisse être réparée sans trop avoir à galérer pour accéder aux parties qu'il faut. Et on a ici toute la connectique. Le système de refroidissement est donc basé sur un gros radiateur qui expulse l'air chaud et deux radiateurs indépendants qui sont plaqués sur les processeurs grâce à de la graisse thermique. Le ventilo est plutôt bien dimensionné, mais pourtant en 8 ans il y a eu un grand nombre de pannes à cause d'une surchauffe du système. Le design des radiateurs n'est pas renversant, mais bon voilà, c'est suffisant pour faire le job. Et avant de s'attarder sur la carte mère, on va faire un petit tour du côté du bloc d'alimentation qui est totalement séparé et indépendant du reste. C'est plutôt surprenant de voir là un circuit imprimé simple face, je m'attendais à du double face. Alors voilà, tout ce qui est à droite en partant de ce crayon est le primaire de l'alimentation à découpage, et la petite bande à gauche ici est le secondaire. Donc le courant alternatif 230 volts 50 Hz entre par ce connecteur, et du 12 volts stabilisé en courant continu sort par là. Je vous explique rapidement ce qui se passe dans cette alim, mais si vous voulez en savoir plus sur le principe des alims à découpage, vous aurez à la fin un lien vers l'épisode numéro 11 qui en traite. Donc cette portion est la protection et le filtrage du courant en entrée qui est fait par toute une série de condensateurs, varistances et bobines. Ceci est le pont de diode après lequel il n'y a plus que du courant continu qui circule. Des condensateurs suppresseurs d'interférence, un gros bobinage à plusieurs enroulements, on est là dans du gros filtrage en basse fréquence, et 3 diodes de puissance. Les deux condensateurs servant de réservoir d'énergie, et bien entendu le transfo principal dont l'enroulement secondaire sort du 12 volts. Et ce circuit est un contrôleur de charge. Et on a là ce qui à mon avis doit être les deux transistors MOSFET de découpage. Ici 4 optocoupleurs et un transfo de surcharge qui définissent la jonction entre le primaire et le secondaire, c'est ce que l'on appelle l'isolation galvanique. Ça se voit d'ailleurs beaucoup mieux du côté des pistes. Cette partie-ci correspond au primaire, avec le courant alternatif qui arrive là. Donc le hachage à plus de 30 kHz de la haute tension se produit ici, et cette ligne définit l'isolation galvanique, c'est-à-dire qu'à gauche, il n'y a plus que du 12 volts en courant continu. Et il me paraît évident que ce circuit intégré propriétaire brandé Sony soit celui en charge de la modulation de largeur d'impulsion et du contrôle du circuit de découpage. Il y a une chose étonnante que j'ai remarqué, c'est qu'il se sert d'une lampe à incandescence en série en sortie du circuit de protection. C'est celle-ci. C'est une vieille technique qui permet d'utiliser la résistance du filament en cas de problème. Parce que tant qu'il n'est pas chaud, sa résistance est négligeable. Voilà, on enchaîne maintenant sur la pièce de résistance, donc jeu de mots complètement nul, c'est-à-dire la carte mère, et comme vous pouvez le voir, elle est assez chargée. Voici donc le processeur central Cell, développé conjointement par IBM, Sony et Toshiba, abouti début 2005. De l'autre côté, on observe un bon gros paquet de condensateurs au tantal pour le découplage qui vont faire en sorte d'évacuer les parasites de son courant vers la masse. Ce second gros boîtier BGA est le processeur graphique RSX développé pour Sony par Nvidia et qui est basé sur leur architecture NV40. Avec de l'autre côté, juste derrière lui, sa petite armée de condensateurs de découplage au tantal. Dans cette vue d'ensemble, on a donc les deux processeurs au centre qui partagent un bus commun placé entre eux. Le Cell dispose de sa propre mémoire XDR ici et là, mais aussi de l'autre côté, à cet emplacement et à celui-ci. Un autre processeur important lui aussi rattaché au Cell, il s'agit du Southbridge, qui est bien entendu un ASIC développé par Sony.
CXD2984 dont il n'existe bien entendu aucun datasheet. Il gère en l'occurrence les entrées-sorties, les deux contrôleurs Marvell qui pilotent l'USB et l'Ethernet, le RJ45 étant placé juste en face. On a ensuite ici le contrôleur HDMI Silicon Image qui est forcément piloté par le RSX. Le connecteur HDMI est également juste en face le contrôleur. Cette puce est le circuit audio également géré par le RSX avec son ensemble de condensateurs de liaison qui sont sur la trajectoire du connecteur optique SPDIF et il y a même un buzzer. Je ne suis pas sûr du rôle de ce processeur en boîtier BGA, mais au vu du grand nombre de composants de conversion de courant continu, de ces condensateurs de précision, bobines et régulateurs, il ne serait pas normal qu'il ait un rapport avec le management de l'alimentation des deux processeurs principaux. On a aussi là un module analogique de régulation locale de tension, juste à côté de la mémoire flash Spansion de 128 Mb certainement utilisée par le SAS-Bridge. Sur la face arrière, c'est nettement plus sobre avec ici les deux autres mémoires XDR dédiées au sel, les deux autres étant derrière ici et là. Et vous voyez le bus mémoire à travers ces pistes qui rejoignent le CPU, le reste du bus processeur, l'emplacement du RSX. Attention, ces 4 boîtiers sont des gros condensateurs NEC, pas des circuits intégrés. Et pour finir, voici un survol de la face avant de la carte mère qui permet de bien apercevoir entre autres le tracé des bus de données. Même chose sur la face arrière. Alors bien entendu, on ne peut pas s'attarder sur tous les circuits intégrés étant donné qu'il y en a une bonne petite quarantaine et que tous ne sont pas aussi intéressants que ça. Et pour conclure, sous ce petit blindage, on trouve le module radio de la PS3 qui implémente le Wi-Fi à gauche et le Bluetooth à droite ici, ainsi que les ports USB de l'autre côté.